Les individus et leur fortune, dans le cadre de la loi naturelle, m'émeuvent bien peu. Ils sont tous des bagatelles momentanées, se précipitant d'un commun néant vers un autre. Seul le cadre cosmique lui-même, ou des individus en tant que principe symbolique du cadre cosmique, ou défi de ces principes, peut acquérir une profonde emprise sur mon imagination et la mettre au travail créatif. Autrement dit, les seuls héros sur lesquels je peux écrire sont des phénomènes. Entité cosmique ou simple mortel, soyez les bienvenus dans Lovecraft Therapy, l'exploration neurodivergente consacrée à la vie et à l'œuvre de Howard Phillips Lovecraft. Et aujourd'hui, pour continuer cette exploration et parler de la nouvelle Polaris, je suis accompagné de mon insomniaque préféré, Audrey, bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler de cette magnifique nouvelle, donc qui fut écrite en 1918, oui, j'ai failli dire 2018, je crois que, voilà, je crois que je ne suis pas bien réveillé, à moins que je sois persuadé de ne pas, d'être réveillé, alors qu'en fait je suis en train de rêver. C'est ce que nous allons voir. Ou peut-être que tu penses que tu rêves alors que tu es parfaitement éveillé et assis autour de cette table avec moi. Peut-être, voilà. En tout cas, cette nouvelle Polaris qui aurait été écrite, alors on n'a pas la date exacte, mais on est sûr que c'est après mai 1918, parce que le contexte de l'œuvre est explicité par Lovecraft dans une de ses nombreuses correspondances, on va y venir. Pour explorer avant d'explorer cette nouvelle, on va faire un tout petit point biographique, comme c'est un petit peu un des éléments de spécialité de ce podcast. Et au passage, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints, tous les nouveaux auditeurs qui nous découvrent d'épisode en épisode. Alors, chers auditeurs habitués, chers nouveaux éditeurs, j'espère que vous êtes à jour, parce que depuis Reminiscence of Samuel Johnson, que s'est-il passé pendant à peu près les 6 mois ? On n'est pas sûr, hein, je le répète, mais les à peu près 6 ou 9 mois qui nous séparent de l'écriture de Polaris, eh bien, pas grand-chose. Howard Phillips Lovecraft vit toujours chez sa mère à Angel Street, avec une de ses tantes dans la maison. Il est toujours accaparé, très investi par le journalisme amateur, puisqu'il est actuellement président de l'UAPA, la United Amateur Press of America, puisqu'il a pris le mandat de président en août 1917, un mandat qui dure donc 1 an, qu'il va donc poursuivre jusqu'en juillet 1918. C'est pourquoi je propose directement que Audrey nous fasse un petit résumé de la nouvelle Polaris. Je n'étais pas prête à ce que ça arrive aussi vite. Un narrateur nous parle des étoiles qu'il aime regarder lors d'insomnie. Puis nous parle de ses cauchemars situés dans une ville mystérieuse où il est question de guerre. Puis du moment où il se réveille. Enfin, il croit. Effectivement, c'est un très bon résumé. Voilà, parfait. Merci d'être venu. Vous nous direz en commentaire ce que vous avez pensé de cette nouvelle. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de la nouvelle à la lecture ? Enfin, pas forcément, j'allais dire à la première lecture, oui, tu l'as lu plusieurs fois, donc... Encore une fois, j'ai terminé la nouvelle en me disant « Où est la suite ?» Moi, j'en veux encore. En fait, je veux savoir ce qui se passe dans ses rêves, en fait, dans cette ville... une ville-état, presque même, on pourrait dire. C'est vrai, c'est vrai. Et j'avais presque envie que ça parte... En fait, ça m'a fait penser au Vieil homme et la guerre de John Scalzi. Je ne connais pas du tout. Un auteur américain de science-fiction que j'aime vraiment beaucoup, qui a toute une saga, en fait, sur le vieil homme et la guerre. D'accord. Enfin, voilà, et ça m'a fait penser un petit peu à cette ambiance-là, et du coup, j'avais envie d'en savoir un petit peu plus. Mais du coup, pour ces 5 pages format poche, j'ai trouvé ça quand même très plaisant à lire. Okay, mais... Surtout qu'il y a déjà des petits détails en fait qu'on va pouvoir raccrocher à la suite de l'œuvre de Lovecraft. Oh oui. Notamment parce qu'il parle beaucoup, dans les étoiles qu'il aime regarder, il parle beaucoup d'Aldébaran, qui est une étoile qui aura Aldébaran, le chevalier du taureau, qui aura une certaine importance par la suite. Et que même si c'est quelque chose qui me met un petit peu mal à l'aise et qui m'effraie, moi j'aime bien qu'on me parle des étoiles. Ok, en tout cas, tu en auras pour ton argent quand on s'occupera de la quête onirique de Kadat l'inconnu, du coup, si tu veux savoir la suite, entre guillemets, bien sûr. Hein. Alors effectivement, c'est une nouvelle que beaucoup considèrent comme étant la première vraie nouvelle de Lovecraft à se passer dans ce qu'on appelle, ce qu'il est devenu coutume d'appeler, les contrées du rêve. Je pense d'ailleurs à Feu, les éditions Sans Détour, qui éditait la dernière version en date française du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, qui avait fait des suppléments spéciaux consacrés aux contrées du rêve, avec une très belle direction artistique. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, on va y venir.
Mais effectivement, à défaut d'être réellement placé dans les contrées du rêve, la nouvelle de Lovecraft a été inspirée par un rêve. On en a l'explication très détaillée dans une lettre qui date justement du 15 mai 1918, une correspondance qu'il a avec Maurice W. Moe. Alors, je crois pas avoir spécialement parlé de Maurice W. Moe dans les épisodes récents, ou alors c'était vraiment dans le tout premier peut-être, ou l'épisode 1 ou 2. Donc, juste pour nous rafraîchir à tous la mémoire, en fait, Maurice W. Moe faisait partie du cercle des journalistes amateurs, et avec Lovecraft et avec Alfred Galpin, ils avaient créé tous les trois un espèce de club d'écriture, enfin un club de correspondance qui fonctionnait comme une sorte de cadavreski, puisque en fait, il y en a un qui envoyait une lettre à l'un des deux autres, ce deuxième répondait en envoyant au troisième, et le troisième répondait ainsi de suite au premier, mais à chaque fois, comme sur le principe de la cadavreski, ils enlevaient le contexte de départ de la première correspondance. Ce cercle s'appelait, alors de mémoire, le Galomo, qui était juste en fait un mot composé d'une syllabe de chaque nom de famille des protagonistes. Et il s'avère que Maurice W. Moe était en fait un prof d'anglais de lycée, enfin de high school, qui était croyant. Donc en fait, Lovecraft avait énormément de débats sur la religion avec lui, et c'est dans le cadre d'un de ces débats que Lovecraft lui explique qu'il a fait ce rêve, et je vais vous dire bien sûr cette longue citation de notre cher HPL. Il y a quelques nuits, j'ai fait le rêve étrange d'une cité étrange, une cité aux nombreux palais et aux dômes dorés, située dans un creux entre des chaînes de collines grises et horribles. Il n'y avait pas âme qui vive dans cette vaste région de rues pavées, de murs et de colonnes de marbre, et les nombreuses statues dans les lieux publics représentaient d'étranges hommes barbus, dans des robes comme je n'en ai jamais vu auparavant ni depuis. J'étais, comme je l'ai dit, visuellement conscient de cette ville. J'étais dedans et autour d'elle. Mais certainement, je n'avais aucune existence corporelle. J'ai, semble-t-il, vu tout à la fois, sans les limites de la direction. Je ne bougeais pas, mais transférais ma perception d'un point à un autre à volonté. Je n'occupais aucun espace et n'avais aucune forme. Je n'étais qu'une conscience, une perspicace présence. Je me souviens d'une vive curiosité face à la scène et d'un effort tourmentant pour me rappeler son identité, car je sentais que je l'avais bien connue autrefois et que si je pouvais m'en souvenir, je serais ramené à une époque très lointaine, plusieurs milliers d'années, où quelque chose de vaguement horrible s'était produit. Une fois, j'étais presque sur le point de m'en rendre compte et j'étais frénétique de peur à cette perspective, même si je ne savais pas de quoi je devais me souvenir. Mais ici, je me réveillais, dans une posture trop exiguë et avec trop de vêtements pour la température qui augmentait constamment. J'ai raconté cela en détail parce que cela m'a vivement impressionné. Et comme je le disais, Lovecraft raconte cette anecdote à Moe dans le cadre d'un débat sur la religion, pas uniquement parce que le rêve l'a impressionné, parce qu'en fait, Moe fait l'argument de ce qu'on appelle je crois que c'est le pragmatisme, quelque chose comme ça, qui consiste à dire en fait, peu importe, ça va vous évoquer peut-être le pari pascalien en fait. Il dit peu importe que Dieu existe vraiment ou pas, peu importe que le credo de la religion soit fondé, qu'il soit vrai ou faux, l'important c'est que c'est utile. Et donc si c'est utile pour vous de croire, et puisque ça fait du bien à l'âme, et puisque ça rend les gens plus civilisés, etc., bon, en raison des nombreuses supposées vertus de la religion, alors c'est ça qui compte, c'est l'utilité. Et en fait, Lovecraft s'exaspère profondément de cet argument. Vous connaissez déjà les positions, pour le moins athéistes de Lovecraft. Et il dit en fait, dans ce cas-là, peu importe que ça soit vrai ou faux, que je sois là en train d'écrire mon stylo pour vous écrire cette correspondance, ou que je sois dans une ville de marbre il y a 30 000 années, en fait, on s'en fout, quoi. Évidemment, c'est un peu un argument, une réductio ad absurdum, mais voilà, c'est dans le cadre de ce débat que Lovecraft raconte son rêve. Et donc, si vous avez lu Polaris avant d'écouter cet épisode, juste avant que vous avez la mémoire bien fraîche, vous voyez, je pense, les pas très légères ressemblances entre le décor de son rêve, avec ces fameuses colonnes de marbre et les collines tout autour, et le décor qui sert effectivement de décor, pour le coup, à la nouvelle Polaris. C'est intéressant que tu aies aimé cette nouvelle, même si elle t'a un peu frustré en première lecture, parce que moi j'ai été assez mitigé. Alors je l'avais déjà lu bien sûr il y a très très longtemps, et en fait je trouve que il y a
par exemple, une écriture qui est parfois un peu lourde, notamment au tout début, enfin, dans, on va dire, le premier tiers de la nouvelle, quand Lovecraft fait la première description de cette fameuse ville de Lomar, où il parle des colonnes de marbre, et en fait, il y a le mot marbre qui arrive genre 3 fois en 2 lignes, quoi. On a un peu envie de se dire, bon, bah, enfin, je comprends que c'est un lieu étranger, que tu essaies de nous faire découvrir, donc tu expliques bien qu'est-ce qui est en marbre et qui ne l'est pas, mais ça fait un peu lourd, ça fait pas vraiment maîtriser comme écriture, tu vois. Oui, mais c'est quelque chose aussi. Enfin, c'est une nouvelle où il se répète énormément. Genre, on a 3 ou 4 répétitions de rouge ou rougeoyant pour parler d'Aldébaran, alors que je le répète, en format poche, la nouvelle fait 5 pages. Oui, mais c'est pas genre toutes les 2 lignes, tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est une fois par paragraphe, c'est beaucoup aussi, je trouve. Genre, oui, on a compris. Enfin, on sait que Aldébaran, c'est une planète rouge, même si Alors moi, je ne le c'est savais pas. plutôt orangé. Mais bon, ne soyons pas trop tatillons. Bah, tout le monde n'a pas ta connaissance en astronomie. Et quelle connaissance. Non, mais moi, ça m'a pas dérangé, justement. D'accord. Parce que comme c'est un rêve, que le narrateur nous raconte un rêve, bah souvent, on n'a pas tous les éléments qui nous restent en mémoire quand on se réveille. Et donc, on essaie de se raccrocher à des choses qui nous ont marqué. Donc là, manifestement, ce qui l'a marqué, c'est le marbre. Ah. Et donc, il essaie d'ancrer vraiment, pour moi, ce souvenir, en se disant, non, mais je me rappelle qu'il y avait du marbre. Et que là aussi, il y avait du marbre. Donc, c'est pour ça qu'en fait, Et il que le répète. Aldébaran était rouge. Et que Aldébaran était rouge. Bah ça, du coup, c'est pas dans son rêve, puisqu'il le voit par la fenêtre. Oui, mais à la fin, spoiler alerte, à la fin, le narrateur pense qu'il est en train de rêver Oui. Quand il est dans le monde moderne, contemporain, en train de regarder Aldébaran par la fenêtre. Et puis surtout, en fait, si Aldébaran est visible depuis notre fenêtre, puisque c'est une des étoiles qui est la plus facilement visible, Ok. malgré sa distance, on voit pas qu'elle est rouge. Vraiment là, on le sait Oui. par différents Oui, donc traités de connaissances, mais on ne le sait pas qu'elle est rouge. Donc là, c'est peut-être aussi la même chose, effectivement, d'essayer de s'ancrer, d'ancrer le souvenir et la perception dans la réalité. Et c'est aussi, alors pour le coup, je savais pas que Aldébaran était vraiment rouge. Et effectivement, maintenant que tu le dis, oui, c'est logique. Quand on regarde les étoiles dans le ciel, on voit jamais leur couleur. Mais il peut y avoir 2 explications. Ça, en fait, alors petit élément, évidemment, vous l'avez reconnu. Surtout si vous avez écouté ce podcast depuis le début et que vous avez écouté notamment le premier épisode consacré à la jeunesse de Lovecraft et à son goût, sa passion absolue pour l'astronomie, qu'on appelait pas encore à l'époque astrophysique. Donc en fait, évidemment que lui, il sait que Aldébaran est rouge, parce qu'il l'a observé avec son télescope, enfin ses plus nombreux télescopes amateurs, il a même pu se rendre au télescope de l'université de Brown à Providence, donc bref, c'est à la fois quelque chose, il me précise qu'elle est rouge parce que lui il le sait en fait, c'est une manière d'être finalement rigoureux dans sa manière de parler des étoiles, et je pense que clairement c'est quelque chose qui a dû jouer. Et après il y a l'élément, disons, ce que moi j'ai appelé le clin d'œil au gothique, dans le sens où bien sûr le fait qu'une étoile soit rouge peut être vécu un peu comme quelque chose de menaçant, c'est censé en tout cas peindre une atmosphère que vous jugerez menaçante ou pas. Et il s'avère que la nouvelle, en fait, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, commence complètement comme une nouvelle gothique. Oui. Puisque le mec nous explique que en fait, alors dès la première phase, puisque alors, je vous traduis, j'ai pas la VF sous le nez, mais j'ai la version anglaise, et il dit en gros, à travers la fenêtre nord de ma chambre, brille l'étoile polaire d'une lumière uncanny, donc vous savez, étrange, mais l'étrange troublant, l'étrange perturbant, le fameux uncanny de la Uncanny Valley. Et la deuxième phrase, c'est à travers les longues heures infernales de l'obscurité, parce qu'il dit long hellish hours of blackness. Donc on a uncanny et hellish dans les 2 premières phrases, quoi. Et surtout, bien sûr, le décor, puisqu'il il nous explique que c'est l'automne, que donc le vent souffle, qu'il jure et qu'il gémit dans les arbres aux feuilles rouges, et que donc il a vu sur un marécage, et il nous précise bien sûr que Arcturus brille au-dessus du cimetière dans les basses collines autour de chez lui, quoi. Donc, bon, déjà, en fait, je me rappelais pas de l'intrigue de Polaris, et donc quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, ah ok, je me rappelais pas que c'était un mec qui vivait dans des marécages et dans un décor de film d'horreur gothique de la mort, en fait, quoi. C'est la première aventure de Shrek. Pourquoi il vit dans un marécage, Shrek ? Bah oui. Je sais pas, j'ai vu le film il y a 30 ans. Il y a 50 ans. C'est les 20 ans de Shrek 2. Bah voilà. Et tu vois, là, on voit tout de suite que déjà la traduction française, du coup, c'est Paul Pérez sur cette édition. Alors, sur Dagon, puisque nous n'avons pas la traduction récente de David Camus, nous n'avons que la traduction française de Paul Pérez, voilà. Qui perd du coup un petit peu, justement, en grandiloquence, qui nous dit « À travers la fenêtre de ma chambre, l'étoile polaire brille d'une étrange lueur.
Pendant les longues heures infernales des ténèbres, elle est là qui étincelle. Et en automne, lorsque les vents mugissent avec rage, lorsque les arbres du marécage aux feuilles rougeâtres bruissent dans le petit matin, alors que la corne lunaire pâlit, je m'assieds près de la croisée et contemple l'étoile. Donc ça reste joli, mais il y a un petit peu moins... il y a moins cet aspect dérangeant que la Uncanny laisse supposer. Ouais, après, c'est une nuance qui est dure de rendre, en fait. Et tu peux considérer que, en fait, le terme étrange, dans une œuvre littéraire de cette époque, c'est forcément de l'étrange bizarre, parce que, voilà, même si la modernité est un petit peu passée par là, qu'il y a eu la révolution industrielle, ce qui est étrange, c'est quand même déjà, t'as un pied dans le surnaturel, et le surnaturel, en Europe, c'est forcément pas très positif, historiquement. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on dit, tout le monde peut dire, ah, c'est étrange, c'est bizarre, le sens, l'intensité de ces mots, c'est un peu dilué parce qu'on emploie l'expression couramment. Ah, c'est étrange, je pensais que j'avais posé mes clés sur la table. Oui, c'est étrange, mais c'est pas uncanny, quoi. Voilà. Et on aura aussi, et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant quand il dépeint l'Omar, donc là encore, c'est la première fois, quand il dépeint donc, notamment l'aspect marbré. Bizarrement, il a choisi d'utiliser un adjectif très très connoté qui est ghastly, puisqu'il parle de of ghastly marble where its walls and its towers, its columns, domes and pavements. Et en fait, ghastly, ça veut dire épouvantable ou horrible. C'est dur de le traduire mieux que ça. Mais en fait, c'est la même racine que ghost. Hein. En fait, vous prenez le O de ghost, vous le remplacez par un A pour des raisons en fait, liées à l'histoire de la langue anglaise, et vous rajoutez le LY qui sert d'adverbe, hein, et vous avez une forme adverbiale de ghostly en fait. Enfin, il me semble que ghostly existe aussi à part, je pense. Ghostly, c'est fantomatique, je pense. Exactement. Alors que là, ghastly, c'est horrible. Oui, mais je pense que c'est une déviation du mot original en fait. Parce que ça sonne vraiment, là encore, comme un truc, tu sais, de All North ou... moi, j'aurais tendance à... Tu vois, c'est quelque chose qui est fantomatique, là encore, si on remonte dans le passé. Il y a 500 ans ou 1000 ans en arrière, quelque chose qui est fantomatique, c'est quand même super troublant et horrible, en fait. Oui. Tu vois, comme on dit à quelqu'un, ah, mais t'as vu un fantôme? T'es tout pâle, on dirait que t'as vu un fantôme. Donc je pense que ghastly a cette origine-là et partage une étymologie commune avec le mot ghost. Donc ouais, c'est ça, manifestement, ce serait la... Alors, j'ai pas le mot en français. Conflection, contraction. Ouais, peut-être. Assemblage. D'un dérivé du vieil anglais. Mm-hmm. Donc, je vais me risquer à la prononciation du vieil anglais, hein, mais... Ghost end. Oula Donc, tourmenté, effrayé, avec le suffixe leak, et de ghostly, qui pouvait aussi s'écrire et se prononcer ghastlic. Ok. Et donc, effectivement, ça viendrait de là, avec du coup la graphie en GH qui s'est développée au XVIe siècle. Ok. Voilà, pour donner un petit peu justement le sens un petit peu de ghost qui nous fait nous poser cette question aujourd'hui. Oui, et puis là encore, un fantôme, c'est... Même si avec la dérive sémantique et avec l'évolution des mentalités, c'est différent, mais à l'origine, un fantôme, c'est une âme en peine, c'est une âme tourmentée, justement. Oui. Qui erre sur Terre parce qu'elle est tourmentée et qu'elle n'arrive pas à aller au paradis, au Valhalla, ou que sais-je encore. Au passage, si vous êtes intéressé par ces questions d'étymologie, de dérive sémantique, je vous conseille absolument, si vous parlez anglais, une conférence de John McWhorter, le linguiste, qui s'appelle Mythes, mensonges et demi-vérités ou semi-vérités sur l'usage de la langue ou l'usage du langage. Alors je vous ai traduit, mais en fait le titre donc, c'est Myths, Lies and Half-Truths of Language Usage. C'est malheureusement une exclusivité Audible, hein, voilà, je le précise. Après peut-être vous pouvez trouver certaines conférences de McWhorter qui ont été filmées et qui seraient dispo sur YouTube. Mais si vous mettez de côté le côté un chouïa histrionique de McWhorter, après c'est normal, c'est des conférences de fac, donc il est obligé d'essayer de capter l'attention des étudiants qui ont trop mangé à midi et qui sont en train de comater après leur Big Mac. Mais c'est extraordinaire, le mec est ultra cultivé, il parle je sais pas combien de langues, et donc à chaque fois il se prend la tête à bien prononcer les mots avec les accents, que ce soit du Whole North, du vieux norrois, ou que ce soit du Navarro, du français. Le mec, à chaque fois, il essaye. Donc, vous avez des trucs où il parle des adjectifs et des pronoms, enfin des articles et des pronoms, il explique le français. For French, genre, la table, le journal, comme ça. C'est extraordinaire. Voilà. Donner une transcription phonétique à un linguiste, il saura tout prononcer. Ah. Ouais, d'accord. Ok. Tu vois, parce qu'à partir du moment où si on transcrit en phonétique à quelqu'un qui connaît son tableau phonétique international, il saura d'où doit venir le son, et donc ce sera plus facile pour lui d'essayer, en tout cas de s'en rapprocher au mieux. En fait, c'est même pas genre donner ça à un linguiste, c'est donner ça à quelqu'un qui parle, qui lit couramment l'alphabet phonétique, en fait.
Oui, à part les linguistes, il n'y a pas grand monde qui connaît ce tableau. Ok. Parce que voilà, du coup, moi, en première année, on nous donnait à travailler que sur le tableau phonétique international du français. Donc, on voyait que les sons du français. Ouais. Mais en fait, il existe pour toutes les langues en fait, connues et parlées sur la planète. Donc, à partir du moment où un son est humainement faisable, il est dans le tableau et donc on est censé pouvoir le reproduire. Voilà, faut juste essayer de comprendre ce que glottal, dental, palataire, uvulaire veut dire et essayer de placer du coup, de faire passer l'air et sa langue au bon moment et au bon endroit. Il faut avoir suivi un petit entraînement quand même pour pouvoir. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que les... dans le tableau, il y a des sons qui sont en gris, parce que même si on ne les a pas encore trouvés, parce qu'il y a des sons qui, on sait qu'ils existent, mais qu'on ne les a pas entendus dans des langues machin, Okay. il y a des sons qui sont grisés parce qu'ils ne sont pas humainement productibles. Bah, comment c'est qu'ils existent alors? Je comprends pas. En fait, non, cela n'existe pas. D'accord. Mais tu sais, c'est un tableau croisé où tu as d'accord, l'air ok. qui passe par C'est là, des ta langue. combinaisons, C'est ok. des combinaisons en fait Des qui combinaisons. sont humainement impossibles. Ok. Super intéressant. En parlant de phonétique, on en reparlera quand on parlera des inutos. Voilà. Hein, on en parlera tout à l'heure. Parce que pour finir sur ce que j'appellerais les premières impressions en fait, que j'ai eues en relisant la nouvelle, c'est donc, comme je te disais, en fait, l'écriture me paraissait un peu lourde. Et il y a un autre truc qui m'a énormément dérangé, c'est ce que j'appelle le syndrome Kadat. Là encore, chers auditeurs, vous avez peut-être remarqué les nombreuses allusions que je fais. En tout cas, le fait qu'à chaque fois que je parle de Kadat, de la quête onirique, de Kadat la connue, j'ai l'air un peu de grincer les dents, parce que je trouve cette œuvre absolument imbitable. D'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Lovecraft ne destinait absolument pas à Dream Quest of Kadat à la publication. C'est quelque chose qu'il a écrit pour s'entraîner, et qui porte les stigmates, bien sûr, de cet entraînement. Et donc c'est un peu le syndrome Heroic Fantasy, quoi. C'est-à-dire que Lomar, les Inutos, Alos, Zomna, le mec, en 5 pages, alors tu dis, c'est trop court, on veut la suite de l'histoire, mais moi je veux surtout qu'il y ait moins de mots, en fait. Parce que là, le mec s'est pris pour Tolkien et nous a fait du name-dropping. J'attends la mention de Elrond et de Aragorn, tu vois. Ah oui, je sais, à l'époque, le Seigneur des Anneaux n'était pas écrit, certes, je fais une remarque qui est anachronique, mais je m'en fous, c'est mon podcast. Alors que justement, moi j'avais envie qu'il y ait plus de noms et qu'il nous explique pourquoi tel ou tel nom était choisi. Eh ben écoute, tu sais quoi, parlons des noms tout de suite, et je vous très dirai bien. quand même quelle qualité j'ai trouvé à cette œuvre après, pendant ma première lecture. Donc, pour la question des noms, alors Joshi a fait un petit peu de l'explication de texte. D'abord, il nous dit que c'est une des caractéristiques les plus inhabituelles de Polaris, en fait, que cet usage massif de noms mythologiques. Et bien sûr, ça fait un parallèle avec l'œuvre d'un auteur qui s'appelle Lord Dunsany, dont on ne parlera pas dans ce podcast, malgré les ressemblances entre Polaris et globalement le style Dunsany, tout simplement parce qu'à l'époque, Lovecraft n'avait pas encore lu de Dunsany. Il devait peut-être connaître deux noms, et encore, je ne sais même pas, mais il ne l'avait jamais lu, c'est ce qu'il affirme, et de nombreux analystes ont validé cette théorie. Et surtout, vu qu'après Lovecraft a délibérément imité le style Dunsany, on en parlera notamment au sujet de la nouvelle Le Bateau Blanc, ce White Ship, en fait, il n'y a pas de raison qu'il ait menti juste sur ce point. Et voilà, donc, je ne sais pas exactement comment font les analyses littéraires et les critiques pour dire oui, non, c'est vrai qu'il ne savait pas, parce que par définition, tu ne peux pas prouver une absence, tu ne peux pas prouver que tu n'as pas lu Dunsany, c'est complètement absurde, mais on va dire que on accorde le principe de bonne foi à ce bon HPL, et on se dit, bah oui, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Et apparemment, donc, c'est un truc aussi que faisait Dunsany beaucoup, mais d'où ça vient? C'est qu'en fait, les deux sont inspirés par Poe, parce que Dunsany aussi a été extrêmement marqué par Poe. Et donc, en fait, Joshi explique que c'est quelque chose que Poe faisait parfois, notamment dans sa nouvelle, alors qui est traduit en français par Ombre, tout simplement, sachant qu'en anglais, le titre est un peu plus long, c'est Shadow, a Parable. Et pour avoir un peu plus de contexte, Joshi trouve que beaucoup des noms propres imaginés par Lovecraft pour Polaris sont des coinages pseudo-grecs. Donc il cite Olatoé, Sarkis, qui ressemble, dit-il, à Sardis, une ancienne capitale d'Asie mineure, la capitale de Lydia en Asie mineure. Lydia qui était donc une colonie grecque, qui a donné d'ailleurs son nom au mode lydien, pour ceux qui sont musiciens. Donc voilà, Cadiphonek, alors effectivement Cadiphonek, ça fait, avec le K final, ça fait très grec. Alos, bon, ça fait un petit peu mousquetaire, Alos Portos Aramis, quoi, mais bon. C'est à consonance peut-être plus, quoique le os, je vais dire plus latine, mais non, parce qu'effectivement, Deos, il y en a plein en grec, comme Deimos, etc.
Zobna, moi je trouve que ça fait pas forcément grec, ça fait un petit peu turc ou... Ben oui, mais du coup, Le turc vient beaucoup du grec? non, mais c'est comme c'est des pays qui sont assez proches, c'est quand même des. Tu Oui, vois, moi, ça m'a fait certes. penser à Zorba le grec, hein, pardon, mais. Voilà. Et en fait, la différence, c'est que Poe, notamment dans Shadow a Parable, utilise des vrais noms grecs. Il parle de Oinos, Korinos, Zoilus, etc. Donc, il fait un peu, enfin voilà, c'est un peu plus basé sur des vrais trucs, alors qu'on a l'impression là que Lovecraft, il a complètement tout inventé, un petit peu à sa sauce, en essayant de mélanger des petites touches orientales, etc. Et en même temps, du coup, ça, comme c'est beaucoup des noms qui effectivement font grec, ça marche aussi avec le nom des constellations et des objets stellaires qu'il cite juste avant. C'est très vrai. Parce qu'on a Arcturus, on a Cassiopée, on a la chevelure de Bérénice, Ouais. qui a un corps stellaire. Voilà. Et donc voilà, c'est tous des noms grecs qu'on retrouve assez régulièrement. Et donc je pense que c'est ça aussi son inspiration. C'est de sonner un petit peu comme les objets stellaires dont il va parler, Je n'y avais pas du tout mais pensé. avec un petit twist. Mais c'est très très bien vu en fait, j'y avais pas du tout pensé et Joshi ne le mentionne pas non plus. Et c'est pour ça que tu m'invites. Exactement, exactement. Et du coup, en parlant de nom des étoiles, du coup, je vais faire une petite remarque sur Polaris. Je vous ai prévu un petit... Si j'arrive à réorganiser mes notes qui sont un petit peu en bordel, mais je l'avais fait aussi une petite section sur Polaris. Je vais pas vous lire l'intégralité de la section, on y reviendra, mais juste sur l'aspect du nom. En fait, je lis, alors pour le coup, je cite Wikipédia, hein. Contrairement à ce que suggère le nom latin Polaris, hein, donc c'est effectivement du latin, aujourd'hui approuvé par l'Union astronomique internationale, ce nom ne vient pas de l'Antiquité du tout, pour la bonne raison que l'étoile située en ce temps-là le plus près du pôle céleste, hein, en latin le polus, la nomenclature actuelle c'est Kadra, donc vraiment la lettre K en petit, plus loin Dra, D majuscule Ra. Voilà, et en fait l'adjectif Polaris est apparu au XVIe siècle pour qualifier la position d'Alpha Ursae Minoris, donc la fameuse étoile polaire, la nôtre. Voilà, et c'est une expression qui a été utilisée notamment par un prêtre et scientifique allemand. Oui, je sais, ça fait un peu bizarre, prêtre et scientifique de la même phrase, mais voilà. Peut-être était-il aussi qualifié de philosophe, puisque beaucoup de philosophes étaient en fait des très polymathes. probable à cette époque, effectivement. Voilà, et donc c'était le prêtre Johannes Stoffler. Je suis pas sûr de bien prononcer, mais... Donc, mais effectivement, le truc des noms en rapport avec les étoiles, ça fait totalement sens. Il y a un nom qui a retenu mon attention parce que je trouvais qu'il avait une connotation un peu différente, et ce nom c'est Tapnen, puisque c'est dans la tour de Tapnen que le protagoniste va être amené à faire sa veille. Et en fait, je trouvais que il y a quelque chose qui me turlupinait, en fait, c'est à cause du suffixe nen, qui sonne beaucoup plus égyptien que grec. Mais ça fait penser quand même à un mot valise, puisque le début du mot semble plutôt être de racines grecques, effectivement. Parce que par exemple, en fait, en grec, taptos, donc T-H-A-P-T-O-S, ça signifie enterré. Alors ça peut aussi vous rappeler Thanatos, voilà. Mais vraiment avec le P, c'est enterré, et c'est aussi le nom d'un arbuste. Voilà. Là encore, est-ce qu'il n'y a pas un petit hasard sur le fait que les arbustes poussent sur les tombes, hein? Peut-être que c'est pour ça que les deux mots se ressemblent, ou que c'est un mot qui est polysémique. Mais en tout cas, le suffixe nen, hein, évidemment, c'est quelque chose qu'on va trouver dans Képhren, par exemple. Donc, on a... Alors effectivement, c'est marrant que toi, ça t'ait plu, ces mots. Est-ce que tu veux que je parle tout de suite du nom d'Aldébaran, ou quand je parlerai d'Aldébaran? Bah vas-y, on est sur les noms, vas-y, parle du nom. Donc, est-ce que tu sais d'où vient Aldébaran? Et déjà, quel est son autre nom? Je pense déjà qu'il vient d'Espagne, parce que dans la version abrégée des Chevaliers du Zodiaque, Aldébaran, il a un accent comme ça, espagnol. Non, je ne connais, alors pour le coup, je suis vraiment pas calé en astronomie. Donc, Aldébaran, aussi appelé Alfato ou Alfatori. Alfato, tu vois, alors c'est italien en plus. Alfato, comme les voitures, les Alfato Romeo. Non, c'est juste parce que c'est l'étoile la plus brillante de la constellation du Taureau. Ok, d'accord. Et en fait, du coup, le nom Aldébaran est un nom donc approuvé par l'Union astronomique internationale dont on parlait tout à l'heure. Et ça vient de l'arabe Aldabaran, qui existe déjà dans la poésie pré-islamique et qui s'applique dans le ciel arabe traditionnel, où les textes en fait parlaient de cette étoile très visible et très remarquable. Donc tu vois, toi ça te faisait penser à l'égyptien. Moi, est-ce que la poésie pré-islamique ça se basait beaucoup en Égypte? Ça, je ne saurais pas dire parce que j'ai pas assez de connaissances dessus, mais quelque part ça se rejoint. Donc c'est un nom qui signifie littéralement la suivante. Ok. C'est-à-dire celle qui suit, ou se lève après, qui correspond aux Pléiades, chez les Grecs, pour boucler la boucle. Ok.
Super intéressant. D'ailleurs, j'ai pas noté le nom arabe de Polaris, mais ils ont aussi effectivement, les astrologues arabes et perses avaient donné un nom à cette étoile. Je crois que c'est Al-Bouka ou Al-Boukara, quelque chose comme ça. Je vais évidemment pas le bien le prononcer, donc ne me prenez pas au mot, mais ça avait été aussi cartographié. Et donc, il y a quand même des choses qui m'ont plu à la première relecture de Polaris. En fait, c'est déjà le twist, puisque comme je le disais, ça commence comme du gothique, mais en fait, ça part dans une dimension qui n'a rien à voir avec le gothique, en fait. Si ce n'est peut-être sur le côté sombre de la conclusion, le côté un peu tragique. Mais voilà, j'aime beaucoup cette espèce de twist de dire le premier paragraphe, vous êtes dans un marais et avec un cimetière et le vent qui souffle et c'est l'automne, et puis après vous êtes dans une cité de marbre, il y a des trucs cosmiques et des histoires d'étoiles, et voilà. Je trouve ça très très intéressant. Évidemment, j'ai beaucoup apprécié le côté tragique justement de la conclusion. Je trouve aussi qu'il y a une dimension par rapport à la perte de la réalité qui nous renvoie à plein d'autres œuvres de Lovecraft, on pourra en parler plus en détail. Mais je trouve ça, comment dire, c'est un peu une sorte de sandwich, cette nouvelle, puisque ça commence par cette introduction gothique. Après, on a ce twist sur un truc qui est quasiment de l'heroic fantasy, en fait, moi je trouve. C'est-à-dire que, voilà, on a tout ce name dropping de trucs exotiques, avec l'Omar et les Inutos qui sortent de nulle part. On a une histoire de guerre, donc il y a quelque chose d'un peu épique en plus dans le contexte. Et à la fin, on a un truc qui pourrait être presque le pitch d'un film d'horreur, en fait, ou une histoire enfin, pas de profanation de sépultures, mais d'échanges, alors qu'on retrouvera aussi, par exemple, dans La Chose sur le seuil. Bref, donc il y a bien sûr plein d'éléments qui traversent toute l'œuvre de Lovecraft dans cette nouvelle, mais du coup, on a comme ça un jeu sur le registre émotionnel et sur les ambiances, en fait, puisqu'on passe quasiment dans 3 univers différents, comme tu dis, en 5 pages de livre de poche, quoi. Oui. Eh bien, en parlant des nombreux parallèles entre cette nouvelle et le reste de l'œuvre de Lovecraft, c'est un bon enchaînement. Je voudrais parler de l'épanadiplose narrative, également connue sous le nom de anaplodiplose. Voilà, vous pouvez applaudir cette prouesse syntaxique, parce que là, oui. j'en peux plus, je suis au bout de ma vue. On applause. J'ai dit je suis au bout de ma vue au lieu de au bout de ma vie, c'est vous dire à quel point ça m'a fatigué les... Tu es au bout de tes voyelles. Exactement. Donc en gros, tout simplement, c'est le fait que la nouvelle commence par alors, c'est pas à la phrase près, en fait, mais donc vous avez on vous dépeint ce truc gothique dans le marais, et en fait, donc ça fait un gros paragraphe, ça dépend comment c'est... J'ai pas le manuscrit original sous les yeux. Attendez, je vais ouvrir mon gros recueil The Complete Fiction et vous dire si c'est un seul paragraphe. Oui, c'est un seul paragraphe. C'est gros, puisqu'il fait une douzaine de lignes. Mais voilà, on a ce premier paragraphe donc avec le petit décor gothique, mais après, surtout, on a le fait que l'étoile polaire lorgne, comme ça depuis le ciel. La polaire, elle, darde ses rayons cendrés et froids sur la terre, clignant hideusement comme un œil fou qui essaye de transmettre un message, mais qui a tout oublié, excepté qu'il avait un message à remettre. C'est pas la dernière phrase du paragraphe, et après, quelquefois, quand le ciel est nuageux, je réussis à dormir, qui, je trouve, vient complètement gâcher la dynamique. C'est vraiment dommage, mais là où je veux revenir, c'est que quand on va voir les dernières lignes de la nouvelle, le dernier paragraphe, nous dit « Et pendant que je me tords dans les affres de la culpabilité, essayant convulsivement de sauver la cité pour laquelle le péril augmente de minute en minute, luttant sans espoir pour me débarrasser du rêve de la maison de pierre et de briques dressée sur la colline entre un sinistre marécage et un cimetière, l'étoile polaire, diabolique et monstrueuse, darde de la voûte ténébreuse ses rayons cendrés et froids, clignant hideusement comme un œil fou qui essaie de transmettre un message, mais qui a tout oublié, excepté qu'il avait un message à transmettre. » C'est beau, et c'est précisément cela, cette fameuse épanadiplose narrative ou anaplodiplose, c'est le fait donc de finir l'œuvre, en l'occurrence la nouvelle, avec les mots qui l'ont ouvert. Et en fait, c'est très puissant. C'est très puissant parce que, évidemment, il y a un côté, c'est un peu comme une rime qui, au lieu d'être à l'échelle d'une petite chanson de quelques vers, est à l'échelle de toute la nouvelle. Et en fait, c'est une figure que Lovecraft va utiliser très, très, très régulièrement dans les prochaines nouvelles.
Et jusqu'ici, on a eu un petit peu des ébauches de ça. On l'a eu avec Dagon, dans le sens où on commence dans la chambre du narrateur qui s'apprête à mettre fin à ses jours, et on finit la nouvelle dans la chambre du narrateur qui nous a raconté toute son histoire, et qui ne va peut-être pas mettre fin à ses jours parce qu'il y a cette main qui arrive à la fenêtre. On a aussi un peu la même chose, mais en moins raffiné avec The Tomb, puisque les premières lignes, c'est le narrateur qui nous dit « Bon, alors ce qui m'a conduit à être à l'hôpital psychiatrique, c'est blablabla suite des événements », et à la fin, on le retrouve dans sa cellule, où il nous explique encore des choses, mais c'est plus, comment dire, un rappel du contexte. On n'a pas du mot pour mot, alors que là, vous avez vu, on a ces 2 paragraphes qui sont quasiment identiques. Encore, je crois que Paul Perez a rajouté des petites nuances, mais dans l'original, c'est beaucoup plus symétrique, entre guillemets. Et voilà, moi je trouve que c'est... j'aime beaucoup cette figure de style. Voilà, je trouve ça très puissant, et ça permet de finir sur un climax qui en plus a un côté tragique, parce qu'en fait, tout était là, on nous l'avait dit au départ, en fait, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, il est question de cet œil qui clignote hideusement. Ça aussi, c'est une figure très gothique. C'est en fait l'anthropomorphisation, et ça commence donc dès ce premier paragraphe, puisqu'on nous dit « And on the clear night, the pole star leered as never before ». Donc leered, tout lire, c'est lorgner. Et vous retrouvez ça un peu plus loin, avant la conclusion, mais quand le personnage se retrouve donc à faire le vigile dans la tour de Tapnen, et qu'il nous dit au sujet de l'étoile du Nord qu'elle est fluttering as if alive, donc fluttering c'est palpitante en gros, et là encore, leering like a fiend and tempter, donc qui me lorgne comme un démon et une tentatrice. Donc on est sur de la belle anthropomorphisation très gothique. Un autre élément, bien sûr, qu'on retrouve dans Polaris et qui fait écho à plein d'autres œuvres de Lovecraft, c'est tout simplement la dimension autobiographique. Je vois Audrey qui fait des gestuels. Non, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup fait sourire de lire que notre personnage principal était... on lui interdisait d'aller combattre parce qu'il était, était dans l'impossibilité de combattre car trop faible et sujet au malaise dans des intenses situations de stress. Et j'étais là, ça alors. Voilà, alors en plus des nombreux protagonistes Lovecraftiens qui fainteront, qui s'évanouiront. Ça a commencé avec Beast in the Cave, je vous rappelle, donc voilà, dès le premier épisode. En plus de ces nombreux protagonistes, on a effectivement Lovecraft lui-même qui fait ici une totale et pas discrète allusion à son nervous breakdown. Ce podcast aurait pu s'appeler Anatomie d'une chute. Anatomie d'un évanouissement. Et c'est vrai, Anatomie de la chute de Lomar, en fait. Oui, effectivement. Donc c'est complètement une référence à sa tentative de s'inscrire à l'armée pour la Première Guerre mondiale, au printemps 1917. Tentative réussie, mais qu'il va s'aborder parce que sa mère est en PLS suite à l'idée de voir son fils unique partir se faire massacrer sur le front européen. Frustration qui recommencera puisqu'il sera, lors de la conscription officielle, pour le coup, en décembre 1917, il sera officiellement réformé là encore. Donc c'est totalement une référence à ça. Même si ça a été inspiré par un rêve, on a Lovecraft qui nous met du Lovecraft et qui parle de lui dans cette nouvelle. Et il y a quelque chose du coup d'assez touchant là encore, puisque je vous ai dit que ça le travaillait, j'en ai parlé dans l'épisode Dagon en détail, mais on a encore cette frustration qui s'exprime. Et l'autre élément biographique, c'est qu'il nous dit, en fait, voilà, son ami Alos ne lui a pas autorisé à aller se battre, mais comme ses yeux étaient les plus affûtés de la cité, il lui a dit, tu vas être le vigile, tu vas monter dans la tour de Tapnen et tu vas surveiller que les Inutos n'arrivent pas par la passe de Noton pour nous prendre à revers. Et voilà, il a les yeux affûtés, malgré les longues heures qu'il consacrait chaque jour à l'étude des manuscrits nacotiques. Donc, déjà, c'est la première mention. Les manuscrits nacotiques qui reviendront notamment dans les Montagnes hallucinées, si je dis pas de bêtises, enfin dans At the Mountain of Madness, puisque le titre de la traduction a changé maintes et maintes fois. Même si moi, je me suis habitué aux montagnes de la Montagne hallucinée. Je trouve ça vraiment super comme traduction. Mais bon, c'est pas tout à fait littéral, il est vrai. Et alors effectivement, de nombreuses heures passées à étudier les manuscrits, c'est Lovecraft, lecteur avide, on en a parlé là encore, et puis tout simplement, tout l'aspect, les étoiles, etc., c'est complètement une référence au goût de Lovecraft pour l'astronomie. Il a choisi de dire qu'il avait les yeux affûtés malgré le fait qu'il lisait des manuscrits, il aurait pu dire aussi mes yeux habitués à contempler les étoiles, etc. Enfin, voilà, c'est plus qu'autobiographique, mais je sais pas s'il y a un nom pour cette approche littéraire-là qui consiste à ce que l'auteur se fasse le protagoniste sans se nommer, en fait, d'une certaine manière.
Enfin, c'est pas exactement Lovecraft, puisque Lovecraft ne vit pas près d'un marais dans la vraie vie, à cette époque-là. Mais quand tu mets à ce point-là de toi dans l'œuvre, je sais pas s'il y a un autre nom à partir, il y a une dimension autobiographique. C'est de l'autofiction. C'est un des sous-genres en fait de l'autofiction Ok. où ça n'a pas toujours besoin que le personnage porte ton nom, ton prénom, soit né à la même date que toi, mais D'accord. s'il raconte un petit peu ton histoire, c'est notamment ce que fait beaucoup Chloé Delhomme, où quasiment tous ses écrits en fait sont de l'autofiction parce que ça raconte toujours la même trame, mais qu'on n'est pas toujours sur des personnages qui s'appellent Chloé ou Nathalie, Ouais. pour citer son vrai prénom. Mais du coup, c'est toujours un petit peu le même, les mêmes éléments qui reviennent, et on sait que comme c'est ce qui lui est arrivé, c'est effectivement c'est de l'autofiction, et ça n'a pas besoin d'être toujours aussi précis que la vraie vie de l'écrivain. D'accord, donc on peut dire aussi que Lovecraft faisait une forme d'autofiction, sauf que comme c'est du fantastique et de la science-fiction qu'il C'est ça. écrit, c'est pas vraiment de l'autofiction, parce que dans l'autofiction de type bobo parisien qui se regarde le nombril, les gens ne se mettent pas forcément dans des situations fantastiques, impossibles ou fictionnelles de type science-fiction en fait, quoi. Non, mais c'est pas incompatible. D'accord. Genre littéraire situé au croisement entre un récit réel de la vie de l'auteur et récit fictif, explorant une expérience vécue par celui-ci. Donc ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ok. Un autre élément caractéristique du style de Lovecraft, et là j'emploie le mot style parce qu'on n'est plus sur l'aspect purement écriture stylistique, hein, c'est bien sûr le goût pour les adjectifs, puisqu'on a des phrases un petit peu parfois chargées, et aussi le retour du flou, hein, puisqu'on a par exemple cette phrase When I awaked, donc c'est après son premier rêve, hein, puisque en fait il y a une série de rêves, hein, pour rentrer un peu plus dans le déroulement de l'histoire. On a ce décor crypto-gothique. Le narrateur nous dit que quand il arrive à dormir, des fois il s'endort, et un jour il fait un rêve de cette fameuse cité de marbre, il se réveille changé, et puis il recommence à rêver d'elle jusqu'à être de plus en plus dans l'histoire, et à ne plus être justement cette entité sans corps qu'évoquait Lovecraft au sujet de son vrai rêve qui a inspiré la nouvelle, mais être carrément incarné dans ce personnage qui n'a pas de nom d'ailleurs, qui est le meilleur ami d'Alos, etc. Machin. Donc voilà, on a une succession, mais à la fin du premier rêve, il dit « When I awaked, I was not as I had been », qu'on pourrait traduire, pour être le plus littéral possible, par « lorsque je me réveillais, je n'étais plus tel que j'avais été ». Peut-on être plus flou et imprécis dans la manière de dire je me sentais différent, quoi. Et il nous dit sur mon mémoire était désormais gravée la vision de cette cité, et à travers mon âme se dressait un autre souvenir vague, duquel je ne vais pas traduire cette phrase en français, je vais la dire directement en anglais. And within my soul had arisen another and vaguer recollection, of whose nature I was not then certain. Donc c'est une vague recollection, une vague réminiscence de la nature de laquelle il n'était pas tout à fait certain. Donc voilà, il s'est réveillé, il n'était pas comme il était, et il avait un souvenir vague de quelque chose dont il n'était pas certain. C'est tellement Lovecraftien vraiment à la lettre, pour le coup, que voilà, ça m'amuse beaucoup. Et bien sûr, il y a un autre élément qui est super important dans cette nouvelle, c'est l'aspect temporel. Comment tu résumerais, comment tu décrirais à quelqu'un qui n'a pas lu la nouvelle, parce que tu nous as déjà résumé le récit, mais comment tu décrirais la situation pour faire comprendre à la personne? Est-ce que tu dirais, c'est un mec qui est dans un marécage et qui rêve d'un truc qui se passe dans un monde d'heroic fantasy, et après il sait plus, il n'arrive pas à se réveiller, enfin, tu vois ce que je veux dire par rapport au dénouement? Comment tu décrirais ce qui s'est réellement passé pour le protagoniste? Je parlerai de la fin de Total Recall. Alors, tu sais quoi? C'est vraiment marrant que tu dises ça parce que je pensais à Total Recall tout à l'heure en préparant l'épisode, notamment à cause de cette histoire de rêve, le rêve de base qui a inspiré Lovecraft, et du coup la manière dont elle écrit la ville au départ, c'est-à-dire sur le fait qu'il n'a pas de corporalité, puisque ça me fait penser à... Alors, je sais pas si vous avez tous vu Total Recall, vous qui nous écoutez, je vous le souhaite, c'est un excellent film avec une partition magistrale composé par Jerry Goldsmith, un de ses meilleurs scores, si vous voulez mon humble avis. Et en fait, il y a une scène où donc Arnold Schwarzenegger, le héros de Total Recall, on parle bien sûr pas du remake avec Colin Farrell, bref, Arnold Schwarzenegger rencontre un médium qui lui prend les mains, un médium un peu mutant, un peu dégueulasse, parce qu'on est dans du Verhoeven, donc il faut que ça soit un peu cracra. Il lui dit « Ouvre ton esprit !»
Et la caméra, enfin c'est plus que la caméra, mais le film switch. On a bien sûr un gros plan sur le visage de Schwarzenegger qui ferme les yeux. On a la musique magnifique de Goldsmith qui arrive et ce qu'on voit à l'écran switch sur en fait un décor qu'on voit en vue. Alors pas tout à fait zénithal, c'est pas parfaitement vu depuis le ciel. C'est un angle un petit peu plus oblique, mais on a une caméra comme ça qui défile au-dessus du décor, puisque en fait le personnage est en train de se rappeler d'un, je me rappelle plus comment ils appellent ça dans le film, un artefact. Parce que c'est tout un complexe, c'est toute une structure, c'est tout un lieu en fait. Il est en train de se remémorer une énorme galerie souterraine avec des colonnes, etc. On a ce défilement, comme les plans par exemple d'une caméra qui est au-dessus de l'eau, qui vous met dans le visage, dans le regard d'un oiseau, ou qui suit un bateau, et comme ça avec l'eau qui glisse devant la caméra, sauf que là c'est pas de l'eau, c'est les colonnes, etc. Et en fait vraiment, j'ai eu ce plan qui m'est revenu en mémoire par rapport à cette idée de rêve désincarné en fait. Ok, bah oui. En fait, moi, ce qui m'y a fait penser, c'est surtout le fait qu'il insiste autant sur la couleur d'Aldébaran, et je me suis dit, oui, rouge, c'est Mars. Ah oui. Et donc, c'est cette séquence qui est à la fin, où vraiment, on a vraiment tout cet univers qui est rouge tout autour de nos héros. Ouais. Et j'ai eu un petit peu cette vision-là à la fin de la lecture. Ok, et je croyais que tu faisais aussi allusion au fait que Total Recall est un film qui, derrière son côté blockbuster sympa avec du boom boom et des scènes d'action, est un film certains considèrent que c'est un peu le dernier film d'action des années 80, même s'il est sorti dans les années 90, hein, mais au sens où il déconstruit totalement la figure du héros, puisqu'en fait certains y voient un suicide. Enfin, on va pas vous refaire toute la liste de Total Recall, puisque au passage je vous recommande un excellent podcast, et je dis ça parce que j'y étais invité, hein, voilà. Un excellent podcast animé par Audrey qui s'appelle Adaptateur et à travers, qui s'intéresse donc aux adaptations, principalement livre vers film, mais ça peut être d'autres choses. Et elle m'a invité pour son épisode sur Total Recall. Qui était notre premier épisode. C'est vrai que c'était le premier épisode du podcast. Voilà, c'est assez long, hein. Si vous êtes habitué au format Lovecraft Therapy, vous ne serez pas déçus, je crois que ça fait 2 heures ou 1h30. Oui, à peu près. J'aurais dit 1h47, mais soit. Voilà. Pile au milieu. Alors on était moins rodés, hein. Mais voilà, je vous conseille ce podcast et vous verrez qu'on rentre en détail. Et tout ça pour dire que Total Recall, à la fin, on ne sait pas. Il y a 2 lectures possibles. C'est ça, justement. Vous verrez que nous ne sommes pas d'accord sur l'interprétation finale. Voilà, et que même Arnold Schwarzenegger et Paul Verhoeven ne sont pas d'accord non plus. On en parle au sujet de leur très drôle commentaire audio. Voilà, donc choisissez votre team. Et si vous avez raison, vous serez de mon côté. Voilà, et du coup, ok, je pensais que tu faisais référence à ça par rapport à la fin de Polaris. Okay. Aussi, c'est vrai que du coup, l'ambiance est effectivement la fin où, du coup, pour toi, il a rêvé et il se réveille, il est dans son marécage avec le jardinier j'allais dire qu'il passe la tondeuse, non, parce qu'il nous dit pas qu'il passe la tondeuse, mais voilà, le jardinier qui jardine à côté, ou c'est autre chose? Alors en fait, au départ, quand je l'ai lu, je me suis dit que c'était un rêve, et que c'était effectivement... Je me voyais déjà dans le podcast expliquer que c'était la première vraie nouvelle de Lovecraft à se passer entre guillemets dans les contrées du rêve, notamment parce que certaines personnes considèrent que cette fameuse cité de Lomar, dont on va réentendre parler dans la quête onirique, comme son nom l'indique, de Kanat l'inconnu, que Lomar est situé dans les contrées du rêve. Mais en fait, en relisant la nouvelle et surtout en lisant un peu ce qu'en disait S.T. Joshi, il a une analyse très différente, et en fait, il dit que c'est... pas du tout un rêve en fait, mais c'est littéralement, je le cite, un cas de possession psychique comme dans The Tomb. C'est-à-dire qu'en fait, d'après Joshi, ce que vit le narrateur, c'est qu'en fait, c'est vraiment un contemporain qui vit, bizarrement, dans un décor particulièrement gothique pour quelqu'un qui vit au XXe siècle, mais que en fait, il se retrouve, par un phénomène qu'on ne sait pas, transporté dans le temps, enfin, c'est pas lui du coup, mais possédé par la conscience d'un ancêtre qui vivait il y a 26 000 ans, qui était réellement sur le territoire de Lomar. Alors, je précise que 26 000 ans, c'est en fait à peu près la durée de la précession des équinoxes, la fameuse, et que la conclusion, parce qu'on n'a pas encore parlé des fameux Inutos, hein, comme d'habitude, on vous raconte l'intrigue de façon un peu décousue, je sais pas ce qu'on va faire avec les morceaux plus longs, comme l'appel de Cthulhu et autres... Voilà, il faudra qu'on trouve un format. N'hésitez pas à nous envoyer des conseils. Hein. Écoute, je poserai une semaine de congé et on aura le temps d'enregistrer. Ah, c'est sûr que ça va peut-être être un peu long sur certaines œuvres majeures. Mais en gros, pourquoi notre protagoniste se retrouve à aller veiller et se voir refuser d'aller à la guerre, c'est parce que justement le peuple de Lomar est attaqué par les Inutos, on en parlera un petit peu après. Enfin, bon, je vais être obligé peut-être d'en parler un peu maintenant, quoi. Les Inutos, alors est-ce que ce mot vous ressemble à quelque chose dans votre esprit ? Bon, c'est donné par la conclusion du livre, enfin de la nouvelle, pardon,
qui nous dit qu'en fait, les Inutos ont réellement gagné. Ils ont vraiment envahi l'Omar parce que notre protagoniste s'est endormi. Voilà, notamment hypnotisé par l'étoile polaire, qui lorgnait et qui ondulait et qui lui susurrait ce poème, lui disant « Endors-toi, guetteur », jusqu'à ce que 26 000 ans se soient passés, etc., et que les sphères soient revenues à la même place, etc. Donc, endors-toi le tour d'une précession complète. Et il dit, voilà, j'ai jamais, en fait, réussi à prévenir les gens. Et l'Omar est tombé. Et en fait, maintenant, à la place de là où il y avait la magnifique cité de l'Omar, c'est pas le texte, hein, je vous dis ça avec mes propres mots, maintenant, il n'y a que de la glace, depuis des milliers d'années. C'est la seule chose qu'on voit à l'horizon. Et il n'y a aucun homme sur cette étendue de glace, à part les créatures, alors squat, Pérez le traduit beaucoup par courteau ou rabougri, je crois. Mais bon, le squat, c'est s'accroupir en fait, donc voilà. Disons courteau pour faire simple. Les créatures courteaux des jaunes, infectées par le froid, que nous appelons Esquimaux. Et oui, c'est pour ça qu'ils s'appellent Inutos. Dans la nouvelle, c'est une référence aux Inuits. Voilà, peuple ou disons ethnie. C'est toujours un peu délicat de délimiter où commence et où s'arrête une ethnie. Mais peuple du nord américain, qu'on trouve en particulier sur le territoire canadien et en Alaska, et aussi en fait sur, j'ose pas appeler ça le territoire européen, mais sur un territoire danois qui s'appelle le Groenland. Ça appartient toujours au Danemark, hein, c'est ça? Tout à fait, et puis on en trouve aussi en Sibérie, donc c'est vraiment... Alors techniquement, c'est pas des Inuits en Sibérie. C'est des... Si? Ah oui, tu penses au Kouriak du Kamtchatka? Je pense à ce que me dit la page Wikipédia. Oui, c'est ça. En fait, les Inuits sont un groupe de peuples autochtones, donc partageant une origine ethnique commune, car ils vivent tous au bord des régions arctiques, donc Amérique du Nord et Sibérie, donc Groenland, Canada, États-Unis et Russie. Ah, il me semblait pas qu'il y avait d'Inuits en Russie. Il me semblait qu'il y avait des gens dont on considère qu'en fait ils sont très très proches culturellement et génétiquement, n'ayons pas peur des mots. Alors, il y en a très peu. D'accord. En 2010, le chiffre qu'on nous donne, c'est 1738, contre 50 000 au Groenland, 30 000 au Nunavut, par exemple. Oui, voilà, ok, d'accord. Donc c'est vraiment la plus faible présence de population, mais voilà, il y a quand même 2000 personnes encore présentes en Sibérie. Ok, je pensais pas qu'ils étaient considérés comme Inuits réellement. Mais donc, il faut qu'on parle de ces fameux Inuits. Parce que, en fait, je trouve ça intéressant. Alors déjà, la différence entre Esquimaux et Inuit, pour faire très simple, Esquimaux, c'est un terme, on appelle ça un exodyme, si je dis pas de bêtises. En gros, c'est le terme donné par les Européens à ces peuples-là. Et c'est un terme qui inclut pas uniquement les Inuits, mais aussi les populations aléoutes, pas sûr que je le prononce bien, ou aléoutes, parce qu'en fait, comme je consulte à la fois des pages wiki en anglais et en français, des fois je mélange un peu, mais en gros, les gens qui habitent sur la ceinture de feu, qui est au sud de l'actuel détroit de Bering, une zone très très volcanique, et ça inclut aussi les Yupik, qui sont, pour le coup, des peuples qui vivent en Amérique du Nord. Voilà, en gros, Esquimaux, mais les Inuits, les Yupik et les Aléoutes dedans. Bien sûr, les Inuits, eux, ils emploient leur terme à eux. En fait, Inuit, c'est le terme vernaculaire par lesquels ils se désignent eux-mêmes, en fait. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles ils rejettent le mot Esquimau, en plus. Oui, c'est assez offensant. Alors, en particulier au Canada, en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, je suis né dans les années 80, et donc dans les années 80, on me disait les Esquimaux, et personne n'y trouvait à redire. Et puis, alors moi après j'ai fait une fac d'ethno, donc c'est un peu différent, mais c'est sûr que dans ma fac, personne ne parlait d'esquimaux. Sauf que par exemple, d'un point de vue linguistique, on parle de langue esquimau quelque chose, et aussi les paléo-esquimaux, enfin, parce qu'avant, même les anthropologues employaient le mot esquimau. Au départ, c'était utilisé par les explorateurs, etc. Mais en fait, c'est rentré dans l'usage normal. Ça a été, entre guillemets, déconstruit plus récemment. Mais en fait, il reste des traces de ce mot-là, comme notamment dans la notion des groupes linguistiques. Évidemment, si vous allez au Canada ou en Alaska, n'employez pas le mot esquimau. Hein, ça se passerait bien pour vous. Par contre, il est possible que vous rencontriez un jour un paléolinguiste qui vous parle du groupe linguistique esquimau en toute bonne foi, quoi, sans que ça soit offensant. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, je sais pas si vous connaissez la théorie du peuplement des Amériques, mais en gros, tout ce qu'on appelle les natifs américains ne sont pas du tout natifs. Aujourd'hui, un natif de 40 ans est né aux États-Unis ou au Mexique ou peu importe. Mais historiquement, quand on regarde les mouvements de population, en fait, les natifs américains ne sont pas du tout natifs des Amériques. Ce sont des Eurasiens. Alors, on ne sait pas exactement, mais c'est beaucoup l'est de la Russie. Justement, tu parlais de la Sibérie, il y a la Mongolie, il y a le Kamtchatka, justement, avec les Kuryaks. Vous avez en Russie des populations entre guillemets de type mongol. Je pense aux Bouriates, par exemple. Après, la Russie, ça traverse tout le continent, donc évidemment, voilà. Mais en gros, toute cette zone est eurasiatique a été... Alors, il y a un débat sur comment
ces populations-là ont migré jusqu'aux Amériques. La théorie dominante pendant longtemps, c'était que pendant une période de glaciation, je crois que c'est la glaciation Wisconsin, qui a duré de 70 000 ans, il y a 70 000 ans à 13 000 ans, quelque chose comme ça, j'ai plus les dates exactes. Vous savez, ce qui est actuellement le détroit de Bering était en fait émergé, ou glacé d'ailleurs, et ça faisait un couloir naturel terrestre qui permettait d'aller de passer de l'Eurasie aux Amériques. L'hypothèse en fait est un peu discutée, notamment parce qu'ils sont pas sûrs de la date d'arrivée. Un des plus vieux sites archéologiques, c'est 13 000 ans en arrière, ils appellent ça le site Clovis, mais il y a des gens qui ont trouvé des trucs un peu plus anciens. Il y a une théorie aussi de passage purement maritime, notamment par l'île de Pâques. En gros, on n'est pas sûr de comment et de quel chemin et dans quel ordre, mais on est sûr que les natifs américains sont des Eurasiatiques, et pour être plus précis, des Asiatiques, qui à un moment ont réussi à passer par terre ou par mer jusqu'aux Amériques. Alors évidemment, Lovecraft étant ce qu'il est, bon, ça serait compliqué aujourd'hui d'écrire une nouvelle et de décrire les Inuits comme des créatures courtaudes, jaunes, de façon aussi offensante que Lovecraft le fait ici. Mais techniquement, ils sont bien arrivés sur ce plateau. C'est juste qu'à notre connaissance, il n'y avait aucune civilisation à cet endroit-là. Mais je pense pas que Lovecraft était au courant de cette théorie en fait du peuplement des Amériques. J'ai pas trouvé de date précise sur à quelle époque on a commencé à théoriser ce mouvement de population. Donc j'ai pas pu recouper, puisque vous le savez, Lovecraft lisait énormément de revues scientifiques. Donc en fait, il était très au fait des avancées de la science. Il aurait pu aussi être au fait des avancées de l'anthropologie. Mais je n'ai pas trouvé de date précise à ce sujet. Toujours est-il que le consensus scientifique, c'est que les Amériques ont été les derniers continents à être peuplés par l'être humain. Je dis bien continent parce que l'Islande, qui n'est pas un continent comme vous le savez, a été peuplée plus récemment, il y a 1 millier d'années, ce que je trouve très très peu, c'est bizarre. 1 millier d'années, ça veut dire que... Remarque, c'est les Vikings qui les ont peuplés, donc ouais, ça peut faire sens en tout cas. Ouais, on estime que la transition entre l'Eurasie et les Amériques, ce serait autour de 25 000 ans, mais là encore, on n'est pas sûr. Et pour des raisons de température, évidemment, les populations qui sont arrivées aux Amériques sont descendues vers le sud, soit en longeant la côte ouest, soit en allant un petit peu vers l'est. Mais du coup, là encore, l'Alaska et l'actuel Groenland ont été peuplés très très tardivement. Le premier contact avec les Européens, entre guillemets, puisque c'est ironique, puisque du coup les natifs américains sont des anciens eurasiatiques, je le répète, donc un peu des anciens européens aussi, selon comment on voit les choses. Le premier contact est autour de 1500 et quelques, puisqu'on a un marin qui s'appelle Frobisher, qui doit aller, qui fait son petit voyage en bateau, et il y a une partie de son équipage qui en fait descend à terre, et en fait ils seraient devenus des éléments mythologiques dans la tradition orale inuite, parce qu'en fait, ils auraient vécu plusieurs années avec les Inuits, de leur propre volonté, avant de mourir en tentant de quitter l'île, en se fabriquant un bateau, etc. Et voilà, mais apparemment, l'événement a été incorporé dans les traditions orales inuites, et en parallèle, Frobisher, lui, à cause de ses équipages disparus, il va kidnapper 3 Inuits et les ramener en Angleterre, et certains considèrent que c'est potentiellement les premiers Inuits à avoir visité l'Europe. Autre remarque sur les Inuits en général, il y a eu un déplacement de population dans les années 50 parce que le gouvernement canadien, je sais pas trop leur logique honnêtement, alors, il y a des choses qui sont en lien avec la Deuxième Guerre mondiale, ils voulaient mettre des bases militaires, etc. Mais ça a continué dans les années 50 où ils ont déplacé de force des populations. Il y a des familles qui sont restées 30 ans sans pouvoir redescendre dans leur ville d'origine qui était Inupiaq, qui est donc située sur la province de Québec. Et le déplacement, ils les ont pas mis au sud en se disant il fait plus chaud, ils les ont emmenés plus au nord, dans ce qui va devenir donc le Nunavuk. Et ça boucle avec la phonétique, puisque quand vous allez sur la page Wikipédia du Nunavuk, il y a 2 prononciations différentes en anglais, 3 prononciations différentes en français. Voilà, donc démerdez-vous avec ça. Et au passage, je voulais quand même mentionner, si vous voulez voir un film en inuit, interprété intégralement en langue inuite, vous avez un film qui s'appelle Atanoarjuat, qui a été primé, qui a reçu des dizaines de prix, que j'aurais bien du mal à vous raconter parce que je l'ai vu il y a 20 ans, mais ça se passe. Alors, est-ce que je pense que ça se passe en Alaska, et vraiment, vous êtes avec des Inuits. Alors, j'ai envie de dire vraiment entre guillemets de folklore, c'est-à-dire qu'avec les peaux de bêtes, les huttes, les igloos, etc., qui pêchent du poisson en faisant des trous dans la banquise. Le titre, alors peut-être québécois ou une des versions françaises, c'est Atanoarjuat, le coureur rapide ou l'homme rapide, quelque chose comme ça. La légende de l'homme rapide. Voilà, la légende de l'homme rapide. Et je sais que la plupart des gens n'ont pas les mains libres pour prendre des notes quand ils écoutent un podcast, mais au cas où, je vous dis quand même, ça s'écrit Atanarjuat. Atanoarjuat, on mettra
un lien au moins vers la page Wikipédia du film en description. Voilà, donc c'est effectivement un film qui est entièrement en Inuktitut, Inuktitut, pardon, voilà. qui est vraiment une langue, qui est un petit peu la langue la plus connue quand on commence à s'intéresser aux langues inuites. Vraiment, moi, c'est une des toutes premières langues dont on m'a parlé en linguistique en me disant... Ah, c'est une langue inuite parmi d'autres? Oui. Ok. Parce qu'en plus, c'est pas un alphabet comme nous on a. C'est pas des lettres latines. Je vais Tu veux réussir dire à qu'ils trouver sont mes pas lettres. comme nous? Non, mais je vais réussir à trouver mes mots. Ok, Lovecraft. Attends, je te montre un petit peu. Voilà, ça pourrait être vraiment une écriture de grand ancien. Ok, ça ressemble un peu à l'écriture runique. Runique avec R, pas une écriture unique. Alors, pas vraiment, mais là par exemple vous avez des triangles, des espèces de grands C, des P couchés avec des petits points dessus. Enfin voilà, c'est vraiment une graphique qui a l'air très complexe comme ça, mais qui en fait est assez simple à comprendre une fois qu'on se penche dessus. Donc j'essaierai si ça vous intéresse, j'essaierai de vous trouver une petite source sur l'alphabet, sur son mode, et sur l'histoire de la langue en général. Avec plaisir. Moi, je trouve ça assez ironique, en fait, que Lovecraft ait décidé de faire des ancêtres des Inuits, des envahisseurs, parce qu'en fait... Alors, je vais sonner peut-être un peu cliché, donc désolé, hein, mais y a-t-il une peuplade qui est plus connue que les Inuits pour n'avoir jamais fait la guerre à personne, en fait? Je veux dire, tu vois. Alors, quand on creuse l'histoire, notamment de la cohabitation avec les Européens, on voit qu'il y a eu notamment... je veux pas dire de bêtises sur l'époque, mais il y a eu pas mal de raids à un moment sur les stations de pêche de baleines, parce que les Inuits, en fait, du coup, prenaient les matériaux, ils allaient prendre le fer, etc. Mais ça n'a pas duré très longtemps, parce que du coup, l'Église, les missionnaires allemands, ou les missionnaires néerlandais, peut-être, ont décidé que c'était plus simple, en fait, de leur donner les matériaux, en fait, pour éviter les raids. Parce que voilà, ça coûtait pas grand-chose par rapport aux standards européens, quoi. Il aurait pu prendre des exemples de populations un peu plus belliqueuses et agonistiques, en fait. Je ne sais pas pourquoi il a choisi les Inuits, mais c'est encore une fois la preuve que Lovecraft détestait à peu près tout le monde. Hein, jusqu'ici, on avait parlé de son racisme contre les Noirs, contre les Juifs, contre les Irlandais, contre les Italiens. Et il nous manquait, bien sûr, les Inuits dans la liste. Peut-être qu'il défendait en fait particulièrement les phoques et que du coup, comme c'est un des matériaux les plus prisés chez les Inuits parce qu'ils le consomment vraiment dans sa totalité, peut-être que voilà, Lovecraft était un grand défenseur de ces petits animaux mignons, mais ô combien dangereux quand on s'approche trop près d'eux. Ça serait pas le premier écolo à être au fond de lui un gros facho, hein, mais bon, passons. Il me semble que tu voulais parler d'Aldébaran. Ouais, juste quelques petits fun facts sur Aldébaran, parce que c'est une étoile que tout le monde connaît, ou presque, ou en tout cas tout le monde en a déjà entendu parler. Donc est-ce que tu sais, et oui tu sais parce que je te l'ai dit tout à l'heure, à combien... C'est faux. À quelle distance se trouve Aldébaran du Soleil? 70 milliards d'années? Alors non, c'est 66 années-lumière. Oui, pardon, oui. Enfin... c'est pas tout à fait pareil. J'ai dit, je suis pas astronome, encore moins astrologue. Je n'y connais rien, moi. Tu sais, je suis pas scientifique. Moi, je suis un littéraire, tu vois. Bah, si tu veux, je te ferai ton horoscope juste après. L'astrologie est une pseudo-science. Oui, mais t'as dit que t'étais pas astrologue, donc... Oui, j'ai fait exprès de dire astronome et astrologue, c'était une blague, mais c'était pas... je refuse de faire l'apologie de l'astronomie. C'est une pseudo-science, je répète. Je crois qu'au début de l'épisode, tu as dit astrologue au lieu d'astronome, mais... C'est une pseudo-science qui provoquait le courroux de Lovecraft. Je le répète. Et donc, pour tenter d'en savoir un petit peu plus sur cette étoile, parce que comme c'est pas la porte à côté, on a quand même un peu de mal à avoir des infos. Voilà, on sait juste qu'elle est orangée, très loin et très brillante. Et dans la constellation du Taureau, on a envoyé une sonde, donc la sonde Pioneer 10. Donc elle a été envoyée en 1972. Elle arrivera à peu près dans 2 millions d'années, à 15 jours près, hein, on n'est pas très précis. On considère que sa fin de mission, c'est 1997. Donc à partir de 1997, les gens ne travaillent plus dessus. Ok. Et le dernier signal radio qu'on ait reçu d'elle, c'est 2003. Donc on ne saura en plus jamais si elle a réussi à atteindre son but, parce que déjà dans 2 millions d'années, peut-être qu'on sera tous morts. Mais voilà, depuis 2003, elle est beaucoup trop loin pour qu'on ait un signal radio de sa part. Et je trouve ça toujours un petit peu triste. C'est pas une question de temps d'arrivée, c'est pas que le signal va arriver plus tard, c'est que vraiment il meurt, entre guillemets, avant de Alors je pense qu'en fait, il y a plein de choses en fait, qui rentrent en compte. Et là, le fait que ce soit trop loin, que peut-être la sonde était abîmée. Voilà, on ne sait pas ce qui a pu se passer. Voilà, ça se trouve, elle a explosé c'est pour une météorite. en vol, voilà. Il y a Jean-Michel Martien qui a fait un dérapage sur l'autoroute et qui
et qui a roulé dessus et du coup la sonde a explosé. Je ne sais pas, voilà, tout plein de choses peuvent arriver et du coup là on a envoyé une sonde tout en sachant que on n'aurait jamais vraiment de résultats à ce sujet. Ok. Mais moi, je vais parler encore un petit peu de Polaris. Hein. On a défriché l'histoire de l'étymologie du nom. Ce qui est intéressant, c'est que Polaris est une variable céphéide supergéante. Et qu'est-ce que c'est une céphéide ? C'est une étoile variable. Alors, géante ou supergéante, hein. Donc en gros, c'est gros, puisque c'est 4 à 15 fois plus massif que le Soleil, hein, tranquille, et 100 à 30 000 fois plus lumineuse que le Soleil, dont l'éclat varie. Hein. C'est pour ça qu'on parle d'étoiles variables. Et en fait, je trouve ça très intéressant qu'on parle de cette variation. Parce qu'en fait, donc, je cite là encore Wikipédia, Alpha Ursa Minor avait commencé à se distinguer de toutes les autres étoiles variables en 1899. Je rappelle qu'à l'époque, Lovecraft avait 9 ans. Parce qu'à cette époque, sa magnitude apparente, donc la luminosité, variait d'environ 1/10 sur un cycle de 4 jours, soit une variation d'éclat de environ 25%. Puis l'amplitude de cette variation a commencé à diminuer lentement d'abord, puis de plus en plus rapidement. Je crois qu'elle était considérée comme stabilisée dans les années 1990 notamment. Mais ce qui est intéressant, c'est, là encore, je le répète, Lovecraft, passionné d'astronomie, qui fait une veille scientifique largement au-dessus pas au-dessus de ses moyens financiers, mais au-dessus de ce qu'il aurait pu faire en tant que simple passionné, puisqu'il ne travaillait pas dans le domaine, à son grand désespoir. Je vous renvoie, là encore, aux épisodes précédents. Et en fait, je pense que c'est pour ça, notamment, qu'il a choisi de faire de Polaris, la protagoniste principale, l'étoile étrangement anthropomorphe et vivante qui est responsable des événements et de l'échec du guetteur tragique, puisque justement elle pulse. Je pense qu'il s'est dit, je vais intégrer les variations de luminosité et qu'elle va du coup, entre guillemets, clignoter, hein, bien sûr, onduler, elle aura ce côté vivant, et du coup, ça s'apparente à une forme d'hypnose, et puis du coup, c'est parfait pour l'anthropomorphiser, et puis pour donner ce déroulé tragique et horrifique, en fait, parce que finalement, la nouvelle arrive à être horrifiante, je trouve, notamment à cause de sa chute. Le fait que le protagoniste ne sache plus s'il rêve, enfin, il ne sache plus distinguer le vrai du faux, ce qui là m'a aussi fait penser, non pas à Total Recall, mais à Shutter Island. Il s'avère qu'on a aussi fait un épisode de ce podcast dont je vous parlais, Adaptateur et à travers, consacré à Shutter Island, donc je ne vais pas du tout digresser là-dessus, mais à la fin, cette tragédie où le mec, non seulement il a échoué à sa mission, enfin peut-être, mais il sait même plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Il y a quelque chose d'extrêmement violent là-dessus, sur le plan, je trouve, psychologique, extrêmement tragique. Vraiment, je le répète, j'ai pas d'autres mots. Et je trouve ça génial, en fait, qu'il ait réussi à harmonieusement incorporer sa connaissance scientifique, notamment sur l'aspect étoile variable de Polaris, avec ce scénario très horrifique d'une étoile qui viendrait un peu comme un dieu malin, comme un démon, te susurrer des choses pour que tu échoues dans ta tâche, et que ça aboutisse à cette conclusion avec un protagoniste qui, en plus, est complètement, certains diraient, dépersonnalisé, ce qui rejoint en plus l'interprétation de Joshi sur la possession psychique, qui fait écho au phénomène de The Tomb, sauf que dans The Tomb, finalement, on a toujours le point de vue du protagoniste contemporain qui va être amené à changer, mais c'est toujours lui qui parle, alors que là, finalement, si vraiment le protagoniste de Polaris a été possédé par un lointain ancêtre qui était le guetteur il y a 26 000 ans, bah c'est plus le guetteur qui parle, en fait, dans la nouvelle. Et c'était aussi ma conclusion, entre guillemets, où je partais, moi, du principe qu'effectivement, Lovecraft venait de se réintéresser à Polaris, et que c'est pour ça qu'il en parlait. Mais là où je suis pas d'accord, c'est que pour moi, c'est quand même un rêve. Ok. Parce que, je sais pas si ça vous arrive à vous ou si ça t'arrive à toi, Fred, mais quand tu quand tu apprends une chose nouvelle, ça peut t'arriver d'en rêver quelque part pour l'archiver, tu vois, dans ta mémoire. Oui. Et du coup, là, pour moi, c'est ce qui est arrivé au personnage. Il a rêvé de Polaris avec des éléments un petit peu plus confus manifestement que ce qu'il a pu apprendre. Ouais. Mais du coup, en fait, c'est comme ça qu'il a archivé les informations qu'il venait d'apprendre sur Polaris. Et pour moi, il va se réveiller dans son marais comme si de rien n'était et reprendre sa vie classique. Et il n'y a pas du tout cette truc de... Donc c'est pas du tout horrifique. Non. Et je crois qu'on approche de la conclusion de ce podcast. Tu voulais rajouter quelque chose, Audrey ? Oui, là, en relisant mes notes sur Aldébaran, j'ai loupé une ligne et c'est peut-être une information qu'on va voir revenir dans plusieurs épisodes de ce podcast. Parce que Aldébaran serait, ou est, l'étoile où vit Astur, le grand ancien. Ok. Qu'on retrouve du coup dans les écrits de Lovecraft, mais aussi dans les écrits d'Auguste Derleth.
Ah bah, on retrouve beaucoup de choses dans les écrits d'Auguste Derleth, ça, on aura l'occasion d'en Mais parler. voilà, du coup, Aldébaran, c'est le lieu Qui est, de résidence d'Astur, grand ancien, dont le nom ne me dit absolument rien parce que c'est pas des textes que j'ai suffisamment lus, mais voilà, je trouvais ça assez drôle de. En lien aussi avec le rang en jaune. Tout à fait, bah en fait, c'est le nom de ce de grand Arthur ancien-là. Macon. Voilà. Ici, le Frédéric du montage, juste un petit erratum, parce que les plus connaisseurs d'entre vous vont juste hurler après cette bêtise que je viens de dire. Il n'est évidemment pas ici question de Arthur Macon, qui est à la base l'auteur du Grand Dieu Pan, qui est aussi une grande influence de Lovecraft, notamment lorsqu'il écrira L'Abomination de Dunwich. Mais ici, on parle en fait de Robert Chambers, Robert W. Chambers, qui est l'auteur donc du recueil de nouvelles The King in Yellow, parmi d'autres choses, hein, il a aussi écrit des romans, etc. Le fameux roi jaune qui sera référencé notamment dans une campagne du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu qui s'appelle Les Oripeaux du Roi, et aussi dans une série beaucoup plus mainstream qui s'appelle True Detective, dans la première saison. Donc, pas du tout Arthur Macon, mais bien Robert W. Chambers derrière le concept de roi en jaune. Vous pouvez reprendre votre écoute de l'épisode. Merci pour votre attention. Ah ouais. Voilà, tout est lié, donc c'est probablement une étoile qu'on retrouvera prochainement. Elle reviendra. It will be back. J'allais comme la nous. faire. Alors par contre, c'est pas le même film. Bah, c'est avec Schwarzenegger. Oui, mais il a fait plusieurs films, tu sais. J'espère que vous avez apprécié nos nombreuses digressions documentées, cependant, au sujet de Polaris. Le prochain épisode, alors je suis pas encore sûr s'il sera consacré à The Great Meadow, et qui est La Verte Prairie, ou directement à Beyond the Wall of Sleep, et qui est Par-delà le mur du sommeil, parce que Great Meadow est une collaboration, et j'ai pas encore tranché sur est-ce que je traite les collaborations dans un format à part, par exemple sur un Tipeee, avec des épisodes exclusifs. Ça m'embête de le faire pour toutes, parce qu'il y en a qui sont très très importantes. Je pense à L'Horreur dans le musée, par exemple. Et bien sûr à Night Ocean, même si Night Ocean, c'est même plus vraiment une collaboration, mais bref, je rentre pas là-dessus, mais énorme morceau de bravoure, Night Ocean. Donc voilà, j'ai pas encore tranché entre The Great Meadow et Beyond the Wall of Sleep, mais en tout cas, ce sera l'un de ces deux sujets qui sera au menu du prochain épisode de Lovecraft Therapy. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent de façon contemporaine et pas 26 000 ans dans le futur ou dans le passé, que Google Podcast va disparaître cet été, normalement je crois que c'est en juin 2024, quelque chose comme ça. Je dis ça pour les 0,01% de gens qui écoutent Google Podcast, je crois vraiment pas que vous soyez nombreux, mais je le dis au cas où. Alors YouTube essaie de transvaser un peu son catalogue sur YouTube justement, enfin Google essaie de transposer son catalogue de podcasts sur YouTube. Ça m'a l'air d'être une énorme usine à gaz et on sait pas où ils vont, et pour l'instant on a testé le fait d'uploader Lovecraft Therapy aussi sur YouTube, avec de la vidéo qui est en fait pas vraiment de la vidéo, c'est-à-dire une image fixe et juste l'audio, et d'aller aussi se mettre dans les playlists de podcasts. Je rentre pas dans tous les détails techniques de YouTube, mais pour l'instant c'est juste une catastrophe. Voilà, la majorité, je dirais à peu près la moitié de nos écoutes viennent de Apple Podcast, et le reste vient d'un mélange de Spotify et d'Audible. C'est vraiment les trois grosses plateformes. Après bien sûr il y a un peu de Deezer, non, et il y a Podcast Addict aussi, qui représente une grosse partie. Donc voilà, tout ça pour dire que voilà, si il y en a parmi vous qui nous écoutez sur Google Podcast, il va falloir changer. Moi personnellement, si vous n'êtes pas sur un iPhone et que vous n'êtes pas déjà sur Apple Podcast, je vous recommanderais Podcast Addict. Faut un peu s'y faire, mais par contre, une fois que c'est fait, c'est quand même une interface assez fonctionnelle, et c'est désormais celle que j'écoute pour écouter moi-même mes podcasts. Moi j'ai écouté sur quasiment toutes les plateformes. Pendant longtemps, j'ai écouté sur Google. Là, je suis repassé sur Apple, mais j'avais aussi Spotify et Deezer. Et vraiment, Podcast Addict, j'y arrive pas. Ça marche pas du tout, mais voilà. D'où que vous nous écoutiez, bonjour et merci. Et si vous nous écoutez 26 000 ans dans le futur, est-ce que vous pouvez revenir nous dire si on a enfin eu une saison 5 de Sherlock, s'il vous plaît ? Je trouve quand même que cet épisode de Lovecraft Therapy est un peu léger en matière de citations Lovecraftiennes, comparé à ce qu'on vous propose d'habitude. C'est pourquoi j'ai envie de conclure sur une citation de H.P.L. Une citation où il parle de la religion, et une citation qui date de 1917, histoire d'être raccord à peu près avec la période de Polaris, même si Polaris date, vous l'avez compris, de 1918, mais c'est la période où il a notamment ses échanges avec Maurice W. Waugh au sujet de la religion.
Mais avant, peut-être que Audrey vous nous dire au revoir en inuit, en inuktitut. En Inuktitut. Inuktitut. Bye. Alors, ça ressemble beaucoup à l'anglais, mais ça ne s'écrit pas pareil. Mais voilà. Mais c'est totalement un anglicisme. Ils l'ont pris et l'ont incorporé, C'est non très probable. Ils ont joué les... J'arrive pas à trouver la source depuis tout à l'heure, mais il semblerait, oui, puisque c'est... Ils ont joué les Canadiens, quoi. Ah oui, on n'aime pas les anglicismes, ça fait pas le job. Bonjour à tous nos éditeurs québécois, quand même. Et moi, je vous aime beaucoup. Une simple connaissance des dimensions approximatives de l'univers visible suffit à détruire à jamais la notion de divinité personnelle dont tous les soins sont consacrés à l'humanité chétive et dont le seul messie authentique et original a été envoyé pour sauver la vermine insignifiante, ou les hommes, qui habitent ce globe relativement microscopique. Non pas que la science réfute positivement la religion, elle rend simplement la religion si monstrueusement improbable qu'une grande majorité des hommes ne peut plus croire en elle. Bah du coup, c'est quoi la phrase pour finir? Parce que je vais pas ressortir ma vanne sur ce... Faut que j'aille pisser. Bah voilà, c'est ça ta phrase de fin.